Salut à tous, j'espère que vous allez bien et pour fêter la sortie du film Supergirl, vous l'avez vu, mais on va découvrir ensemble l'iceberg de Supergirl. Au programme, plein de trucs vraiment incroyables. On va parler évidemment des versions les plus puissantes mais aussi les plus maléfiques de Supergirl et vous allez voir, il y a largement de quoi faire. Parce que si vous pensez que Supergirl c'est juste Superman en fille, vraiment vous êtes tellement loin du compte. C'est un personnage qui est vraiment hyper vénère dans les comics, elle est juste surpuissante et il y a des formes alternatives qui sont juste complètement aberrantes. On parlera notamment d'une forme alternative sans trop vous spoiler qui est en contact directement avec Dieu, donc en fait qu'est-ce que tu vas faire ? Mais on parlera évidemment de plein d'autres choses, vous avez l'habitude avec les icebergs, on parlera aussi des films, des séries, d'autres versions, de certaines anecdotes, comme par exemple le pire date de Supergirl, mais sur ce, évidemment, trêve de spoilers, et je vous propose donc qu'on commence tout de suite. Et petite parenthèse, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à regarder la description, vous avez plein de liens hyper utiles, notamment mon lien de description vers Whatnot qui vous offre littéralement 15€. En plus, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel live, c'est pas que sur mes lives, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et tant que j'y suis aussi évidemment, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Eurocomics Grade, la première entreprise française de gradation de comics. Si jamais vous avez des comics rares à faire grader, à protéger pour qu'ils prennent de la valeur, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet ou via Instagram, on vous répondra directement, c'est hyper simple. Et sur ce, trêve d'autopromo, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bon, évidemment, pour cette première entrée, c'est pas très original, il fallait forcément que je vous présente quand même qui est Supergirl, même si je sais que vous le savez, et du coup, ce que je vous propose, c'est de le faire au travers d'un comics, et ce comics, c'est Supergirl Woman of Tomorrow, qui est vraiment, pour moi, clairement, un des meilleurs comics sur le personnage, et d'ailleurs, si vous voulez commencer les comics, si vous voulez vous intéresser à ce personnage-là, foncez sur celui-là, c'est un récit complet, donc vous pouvez le lire en une fois, sans avoir rien lu avant, donc vraiment, c'est hyper pratique, et vous allez le voir, c'est vraiment un comics de zinzin. Et pour le coup, c'est pas que le fanboy en moi qui parle, c'est littéralement un comics qui est reconnu puisqu'il a gagné notamment le Eisner Award, c'est un peu comme les Oscars pour les comics si vous voulez, de la meilleure mini-série. Donc on est vraiment sur un comics qui est reconnu de manière globale. Et ce qui est vraiment génial, ce qui est très intelligent avec ce comics, c'est que il va pas nous raconter une énième fois les origines de Kara, il va juste insister sur ses traumatismes, puisque vous le savez, contrairement à Superman, Kara, elle a connu la destruction de Krypton, puisque Superman, lui, quand il part de Krypton, c'est qu'un bébé, donc il se souvient d'absolument rien, alors que Kara, elle a littéralement tout perdu. Elle a perdu sa famille, elle a perdu ses amis, elle a littéralement perdu son avenir, puisque en fait elle avait tout l'avenir devant elle et sa planète lui a été arrachée, ce qui fait que c'est un personnage beaucoup plus tragique. Et ce qui est vraiment très bien dans ce run, c'est que elle va rencontrer une jeune enfant qui veut elle aussi se venger puisque ses parents ont été tués, ce qui évidemment va faire écho à sa propre colère, à son propre passé, et ça va évidemment réveiller plein de traumatismes en elle, et donc forcément les deux personnages vont être énormément liés, c'est des personnages qui sont vraiment complémentaires puisque Supergirl, pour le coup, elle va avoir le rôle de mentor, alors que d'habitude, c'est elle qui a le rôle du personnage qui est colérique et qui surtout est hanté par ses traumatismes. En plus de ça, vous avez Bilquis Evely au dessin, donc vraiment de toute façon, je vous mets les planches depuis tout à l'heure à l'image sans trop vous spoiler, mais vraiment, on est sur des dessins d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vraiment aimé le comics et donc qui l'ont déjà lu, le même duo créatif, Tom King et Bilquis Evely, sont aussi derrière Ellen of Wydorn, qui pareil est juste absolument exceptionnel, c'est un comics de fou furieux. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà lu Supergirl et qui ont beaucoup aimé, je vous conseille ce comics-là parce que clairement, on est sur une petite pépite. En tout cas, voilà, vous avez compris le concept, je m'attarde pas plus sur cette première entrée. Si vous voulez commencer les comics Supergirl, pensez Supergirl Woman of Tomorrow, c'est vraiment un énorme classique. Et pour cette deuxième entrée, on va parler d'une version de Supergirl que j'adore. On est dans le run de Jeff Lobb de 2005, vous allez le voir au cours de la vidéo, c'est clairement un de mes runs préférés, voire mon run préféré sur Supergirl, je suis juste trop fan. Et dans ce run, on a un moment où Lex Luthor va utiliser justement de la kryptonite noire pour affaiblir Supergirl, sauf que ça va avoir un effet un peu inattendu, ça va littéralement créer un clone de Supergirl, mais ce clone sera entièrement maléfique. On est donc sur une version de Supergirl qui possède évidemment tous les pouvoirs de Supergirl, toute sa puissance, tous ses pouvoirs, etc. Mais qui par contre est corrompue puisque en fait ses souvenirs vont être modifiés. En gros, Supergirl a été exposée trop longtemps de la kryptonite, ce qui va modifier ses souvenirs et donc cette version corrompue de Supergirl pense qu'elle a été envoyée sur Terre pour tuer Superman. Et du coup, vous vous doutez bien qu'une version aussi puissante de Supergirl qui veut tuer son cousin, eh bien ça pose problème. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que niveau puissance, Supergirl c'est un des personnages les plus sous-cotés de chez DC Comics, vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais vraiment on est sur un personnage qui est vraiment surpuissant. Et là je pense franchement qu'on a un bon exemple, puisque déjà Lex Luthor il va lui donner un ordre
très mauvaise idée, parce que vraiment elle va directement lui péter le bras, parce que ça lui a pas trop plu. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Justice League qui va essayer de l'arrêter, parce qu'on peut pas lâcher une Supergirl surpuissante dans la nature. Elle va littéralement mettre KO en un seul coup John Stewart, Green Lantern, donc vraiment, elle ne l'a pas respecté du tout. Et ensuite, pour bien continuer dans sa lancée, parce qu'évidemment on ne peut pas la stopper comme ça, elle va littéralement affronter 4 membres de la Justice League en même temps. Elle va déjà se battre contre Hawkman et Black Canary en même temps. Ça va un peu la mettre mal, mais elle va se relever très vite et leur péter la gueule. En plus de ça, il y a Flash qui va essayer de l'arrêter, sauf que ils étaient dans un complexe spatial. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser son cerveau. Elle va littéralement courir aussi vite, voire plus vite que lui, pour s'échapper et l'emmener du coup à l'extérieur. Sauf que, évidemment, une fois à l'extérieur, Flash il va se rendre compte qu'il est sur la Lune et que donc il ne peut pas respirer. C'est un petit peu con, mais bref. Et du coup, elle va se casser tranquillement pendant que lui s'étouffe en train de mourir. Et enfin, le dernier membre de la Justice League qui va arriver, c'est littéralement Martian Hunter qui va commencer à l'attaquer en étant invisible. Donc au début, elle va pas comprendre, mais ensuite, elle va utiliser sa vision à rayon X pour littéralement l'étrangler hyper facilement. Donc vraiment, Martian Hunter, il a absolument plus rien faire. Et pour l'arrêter, écoutez bien, il va falloir littéralement que Supergirl, Batman, Superman et Wonder Woman se mettent tous ensemble, parce que sinon vraiment on peut rien faire. Bon, en plus de ça, elle va faire une alliance avec la vraie Supergirl, parce que la vraie Supergirl aussi est très vénère dans ce comics, et du coup il faut que vraiment la trinité, donc Batman, Superman et Wonder Woman, se mettent tous les trois en même temps, sinon vraiment c'est impossible de les arrêter. On est donc sur une version extrêmement puissante et surtout extrêmement vénère de Supergirl, alors même qu'on est vraiment qu'au tout début de l'iceberg, parce que vous allez le voir, des versions puissantes de Supergirl, il y a de quoi faire. Bon, et évidemment, je pouvais pas faire un iceberg de Supergirl sans parler de la série Supergirl. C'est un peu cette série qui a rendu le personnage hyper connu aux yeux du grand public, parce qu'évidemment, on l'avait déjà vu dans des films, notamment les films de Christopher Reeve, mais voilà, c'est un personnage qui était plutôt secondaire, mais avec la série qui a littéralement tout cassé, c'est devenu une véritable icône de la pop culture. Parce que oui, avant de parler plus en détail de la série, petit point rapide sur les stats pour vous donner une vraie idée de ce que ça représentait à l'époque, parce que évidemment à l'époque, il y avait ce truc là de dire oui, Supergirl c'est moins bien que Arrow et Flash, il y avait ce truc un peu de concurrence entre les séries, mais pour vous donner un ordre d'idée, la série Arrow par exemple, le pilote de la série Arrow, donc l'épisode 1, ça a réuni à peu près 4 millions de spectateurs, alors que l'épisode 1 de Supergirl, le pilote en 2015, on est sur 13 millions de téléspectateurs à la première diffusion. En fait, entre Arrow, Flash et Supergirl, c'était un énorme no-match pour Supergirl qui vraiment a littéralement tout broyé sur son passage. Bon, après, on va pas se mentir, après 3 saisons qui étaient vraiment plutôt très cool, la série commence à perdre de plus en plus en qualité. La fin, c'est un peu la catastrophe, un peu comme pour Flash d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis un énorme fan du Arrowverse, donc forcément ces séries-là, elles sont dans mon cœur, mais c'est vrai qu'à la fin, c'était pas incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais à la base, Supergirl, c'est une série qui est produite par la CBS, et donc une série qui est totalement indépendante et qui n'a aucun lien avec le Arrowverse produit par la CW. Sauf que Greg Berlanti, qui était donc le producteur des séries du Arrowverse, mais aussi le producteur de Supergirl, puisque c'est un mec qui travaillait avec DC Comics, il a littéralement pris en otage toutes les séries et il a dit à la CBS que si Supergirl n'intégrait pas le Arrowverse, ou du moins s'il n'y avait pas un crossover avec Flash, il menaçait de quitter le projet et de tout saboter. J'adore ce mec, vraiment, il a posé ses énormes couilles sur la table, et d'ailleurs j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur le Arrowverse si ça vous intéresse. Vraiment, sans ce mec ça aurait été trop nul, et grâce à lui on a réussi à avoir un crossover avec Flash qui est juste iconique, et ensuite, ce n'est que ensuite que la série Supergirl a intégré le Arrowverse. Et malgré le fait qu'on soit d'accord que le Arrowverse est quand même perdu un peu en qualité, ça a quand même mené à l'excellent Crisis on Infinite Earths, et je suis tellement reconnaissant d'avoir eu ça à la télé, vraiment j'étais comme un malade mental, c'était absolument incroyable. Donc voilà, rien que pour ça, merci Supergirl et merci le Arrowverse. Bon, et maintenant qu'on est dans les eaux troubles, on va donc parler d'anecdotes un peu moins connues. Et pour cette première entrée justement, j'avais envie de parler d'un comics que j'adore. Et ce comics, c'est Batman Superman World Finest avec Mark Waid au scénario et pendant une grande partie du run, Dan Mora au dessin. Et franchement, ce récit, il est juste trop bien. C'est un run qui est un peu hors continuité, c'est beaucoup moins prise de tête. C'est un peu comics pop à l'ancienne. Franchement, ça fait juste trop plaisir. Et on a donc un numéro où évidemment, on a Robin et Supergirl qui vont commencer à se voir, puisque Supergirl, depuis très longtemps en fait dans les comics, a un crush
crush sur Nightwing, donc sur Dick Grayson. Et dans ce run, Mark Waid, il va te dire c'est le moment de les mettre tous les deux ensemble, et donc ces deux personnages vont avoir un date. Alors je vous passe évidemment les trucs de date de base, à savoir Supergirl qui ne sait pas comment s'habiller et qui finalement vient en costume de Supergirl. Pourquoi pas? Et de toute manière, c'était très mal parti puisqu'on est en fait sur les deux personnages les moins compatibles de l'univers. C'est vraiment une disaster class qui est proposée par Nightwing. Vraiment, il va faire que des erreurs. De débutant déjà, il va vouloir partager l'addition. Le mec est littéralement le fils de Batman, l'homme le plus riche de la Terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut partager l'addition, c'est vraiment le pire move possible. En plus de ça, move encore plus con, il y a Supergirl qui est en train de lui parler d'elle et c'est le moment où il faut écouter, il faut se concentrer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la nourriture met trop longtemps à arriver, il en a absolument rien à foutre, ces putains de légendaires. Et le reste, ça va pas être mieux puisque quand ce sera à lui de s'exprimer un peu, il va lui mettre un tunnel de l'espace, vraiment ça va lui casser les couilles. Et en plus de ça, leur date va être interrompue par littéralement un camion de boules de bowling qui s'est écrasé dans la rue d'en face, ce qui a provoqué un énorme accident. Bon, heureusement, ils sont en tenue, donc ils vont pouvoir aller aider les gens, mais Robin, malheureusement, il va tomber sur Supergirl dans une fontaine. Voilà, ça va la mouiller complètement. C'est pas comme ça qu'il fallait la mouiller, Nightwing. Je retire immédiatement cette blague. Et là, vous vous dites sûrement que ça reste un comics sympathique, voilà, World Finest, c'est un peu le comics marrant de la continuité, sauf que pas du tout, ça va pas du tout bien finir, ce sera encore pire, puisque à la fin, Robin va se rendre compte qu'il a littéralement oublié de retirer de l'argent pour payer, ce qui fait qu'il va devoir utiliser sa carte bancaire, et sur la carte bancaire, il y a son nom, et comme à ce moment-là, les deux connaissent pas l'identité secrète de l'un de l'autre, c'est pour ça qu'ils sont en costume dans le restaurant, ce qui est complètement débile. Et bah du coup forcément il peut pas utiliser sa carte parce qu'il y a son nom dessus, donc il va littéralement laisser payer Supergirl. Vraiment la disaster class est complète, vraiment ne faites jamais ça, c'est la pire idée. Mais bon, heureusement Supergirl elle va être sympa avec lui, elle va pas trop le laisser dans son bourbier, elle va payer à sa place et évidemment elle va lui dire que c'est pas très grave, même si elle dira juste après à Superman que c'était le pire date de sa vie. Donc voilà, elle a été sympa avec lui mais il s'est quand même un peu tapé la honte, et pourtant Nightwing c'est un personnage très stylé, donc voilà, rassurez-vous, même Nightwing peut rater ses dates, et là justement il nous a proposé la plus grande disaster class de l'histoire. Et pour cette deuxième entrée, on va parler de l'une des équipes de Supergirl qui est pas extrêmement connue du grand public, c'est la Légion des super-héros. Et pour ceux qui connaissent pas l'équipe de la Légion des super-héros, c'est une équipe un peu comme la Justice League qui est d'ailleurs inspirée de la légende de Superboy et de Superman, sauf que cette équipe, elle défend la Terre, mais pendant le 31e siècle. En fait, c'est littéralement la Justice League du futur. Et donc forcément on y retrouve des personnages beaucoup plus futuristes, des super-héros finalement des temps futurs, comme par exemple Cosmic Boy, Lightning Lad ou encore Saturn Girl. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Légion de super-héros, c'est une partie importante du lore de Supergirl, puisque justement, ils vont partager beaucoup d'aventures ensemble. Et quand je parle d'aventure, je parle évidemment d'aventures, attention les péripéties, mais je parle aussi d'aventures un peu plus intimes, puisque notamment Brainiac 5, ce sera un des love interests de Supergirl. Et ça, par exemple, on peut le voir dans le film d'animation du Tomorrowverse, Supergirl et la Légion des super-héros, qui d'ailleurs est plutôt sympa. Et justement, dans le run de 2005, Supergirl, elle va être téléportée dans le futur par un rayon Zeta, et quand elle va arriver, elle va littéralement être adulée par tout le monde parce que c'est une des membres de la famille de Superman, et comme je vous l'ai dit, la Légion des super-héros, en fait, ils se sont inspirés pour créer leur équipe de Superman et de sa famille, donc forcément, quand ils tombent sur un vrai membre de la famille de Superman, bah, ils sont juste trop contents. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle était là, puisque à ce moment-là, la Légion des super-héros va se faire attaquer par un méchant qui s'appelle Dominator, et qui veut littéralement éradiquer l'humanité en lançant dans l'atmosphère un gaz biochimique pour littéralement tuer tous les humains. Et heureusement, grâce à l'aide de Supergirl, ils vont réussir à l'arrêter, mais c'est passé pas loin. Et d'ailleurs, ce méchant fait hyper peur. Vraiment, c'est quoi cette tête de zinzin? En tout cas, si jamais vous voulez lire des comics sur la Légion des super-héros, je vous conseille vraiment les moments où il y a Supergirl. C'est vraiment les meilleurs passages de ce comics-là, je trouve. Donc, c'est le volume 5 notamment de la Légion des super-héros. Donc, le moment où il y a Supergirl, ou directement dans le run Supergirl, quand elle vient les voir dans le futur. Et pour cette nouvelle entrée de l'iceberg, on va rester dans le run de 2005, mais cette fois, on va aller dans la partie de Greg Rucka pour le run Kandor. Et justement, ce run va donc nous présenter la ville de Kandor 2, qui est donc une reconstitution quasiment exacte de la ville de Kandor, qui était la capitale de Krypton. Et cette ville de Kandor 2, malgré ses allures d'utopie, en réalité, c'est tout l'inverse qui s'y cache, puisque c'est une véritable dystopie. C'est une ville qui est dirigée d'une main de maître par le terrible Ultraman, qui a littéralement créé une sorte de classe dirigeante, une sorte d'élite politique composée uniquement des gens qu'il considère comme purs, à savoir ceux qui partagent donc des traits communs avec les Kryptoniens.
On est donc sur une ville dirigée d'une main de fer par une élite raciste et qui impose une véritable terreur dans les rues. Et malgré le fait justement que la population soit terrorisée par le règne de terreur d'Ultraman, il existe cependant 2 super-héros qui continuent de lutter pour la justice et de s'opposer à la dictature brutale d'Ultraman. Et ces 2 super-héros, c'est ceux qu'on appelle Nightwing et Flamebird. Et vous l'aurez compris, derrière l'identité de Flamebird ne se cache nul autre que Supergirl aka Kara Zor-El. Et d'ailleurs, derrière l'identité de Nightwing se cache sa clone finalement d'une autre dimension, Power Girl. Et on est vraiment sur un run hyper brutal, on fait vraiment plus des runs comme ça aujourd'hui. Imaginez une seconde, un run qui commence littéralement par Supergirl à moitié à poil qui se fait un énorme tatouage dans le dos. Ensuite, elle se fait menacer de viol, perd son sang-froid et tue les mecs qui étaient en train de la menacer. On est vraiment sur un début de run qui est complètement magistral. En plus, les dessins de l'époque, vraiment, mais je les trouve juste incroyables. Toutes les pages sont littéralement beaucoup trop stylées. Vraiment, ça farme l'aura dans tous les sens. Et on est vraiment sur une Supergirl et une Power Girl qui sont complètement débridées, qui n'ont littéralement aucune retenue. Et quand elles pètent des câbles, elles tuent littéralement leurs ennemis. Donc franchement, ça fait trop plaisir de voir des personnages aussi débridés. Bon, et après, je vais pas vous spoiler tout le run parce que c'est un run beaucoup plus dense qu'il n'y paraît. Ça s'arrête pas du tout à cette apparence superficielle de Supergirl et Power Girl et cette brutalité apparente. C'est vraiment un run qui va venir explorer finalement la dictature créée sur Kandor par Ultraman. Donc on est vraiment sur quelque chose finalement d'assez social presque. En plus de ça, on a toute une sous-intrigue sur la violence qui commence à monter dans le personnage de Supergirl. Donc vraiment, Power Girl, elle s'inquiète, elle voit que Supergirl est en train de perdre le contrôle et justement, elle s'inquiète de ses différents traumatismes puisque Supergirl, c'est un personnage qui maîtrise mal ses émotions à ce moment-là et ça en fait un personnage vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, je sais que vous l'attendez, donc je vais en parler. On a une scène finale où il y a Power Girl et Supergirl contre Ultraman avec notamment Supergirl qui finit par le tabasser vraiment. Les pages sont juste incroyables, ça montre vraiment toute la puissance sans retenue de Supergirl et comme quoi je vous avais dit au début de la vidéo, vraiment respecter Supergirl parce que Ultraman est quasiment aussi puissant que Superman. On le voit notamment dans In52 ou encore dans Final Crisis, c'est des personnages qui sont quasiment équivalents et là on a littéralement Supergirl qui le tabasse, donc on est sur un run vraiment masterclass. Et pour cette première entrée des eaux profondes, on va parler des films Supergirl. On va évidemment parler du film de 1984 que vous connaissez sûrement, je vous l'accorde, c'est assez connu. Mais on va aussi parler du film Supergirl de 1973. Et là, je pense que j'attire plus votre attention parce que on est quand même sur un truc un peu moins connu. Bon, au niveau du premier film de 1984, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est un film qui avait été fait pour surfer sur le succès justement des films de Christopher Reeves, donc notamment Superman 1 et 2 qui avaient très bien marché. Après, vous le savez, Superman 3, ça n'a pas été une grande réussite et Superman 4 a littéralement enterré la série. Et donc, le projet de film Supergirl 2 a été complètement abandonné et le film Supergirl voulait justement éteindre un peu la licence, mais pareil, niveau réception critique, ça n'a pas été absolument incroyable. Et quand on voit le film, en vrai, on comprend pourquoi. C'est sympa, mais c'est pas non plus la grande folie. Le scénario est un peu bancal, on va pas se mentir. Ça nous raconte l'histoire de Supergirl qui vient se mêler aux humains, vivre sur Terre pour récupérer une source d'énergie qui a un nom complètement aberrant. Sauf que pour faire ça, elle devra affronter un méchant absolument pas charismatique et pas mémorable, qui est donc la sorcière Selena. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles. Et le plan de cette meuf, c'est littéralement dominer le monde, voilà. Pourquoi faire, on sait pas, mais elle veut dominer le monde, c'est vraiment hyper original. Et d'ailleurs, ça se voit que c'est pas un film à très très gros budget. C'est notamment d'ailleurs Faye Dunaway qui joue donc la sorcière Selena, qui est l'actrice qui a, pour l'anecdote, reçu le plus gros cachet parce que tous les autres acteurs, c'était pas vraiment un casting 3 étoiles. Et Faye Dunaway, pour la petite anecdote cinéma, parce que j'adore le cinéma, elle joue dans Les Trois Mousquetaires avec littéralement celui avec Christopher Lee. Donc oui, il y a un film où il y a le Comte Dooku et Supergirl dans le même film, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, pour le film Supergirl, il voulait aussi une apparition de Christopher Reeve qui vraiment n'en avait rien à foutre et a décidé de ne pas venir. Voilà, donc il est pas dans le film. Le seul acteur de licence Superman, finalement, c'est l'acteur de Jimmy Olsen. Donc vraiment, le lien entre le film Supergirl et les films Superman est quand même assez ténu. Mais là où cette entrée de l'iceberg devient intéressante, c'est que le film de 1984 n'est pas le premier film Supergirl. Alors oui, c'est assez étonnant, mais en 1973, il y a eu un film Supergirl qui a été fait aux Philippines. Voilà, de manière complètement pas officielle, vraiment c'est un film pirate entre guillemets parce que ils n'avaient pas du tout la licence, mais il y a bien eu un film Supergirl en 1973 qui fait d'ailleurs de ce film un des premiers films, voire le premier film de super-héros avec une actrice féminin qui a le premier rôle.
D'ailleurs, il faut qu'on parle du scénario, mais c'est une catastrophe, mais sans nom. En gros, on va suivre la vie d'une jeune fille qui est aveugle, donc déjà le film est hyper cursed, enfin j'en parlerai juste après, mais vraiment le film est trop bizarre, il fait trop peur. Cette jeune fille aveugle va trouver une bague de fée, c'est littéralement le scénario, je n'invente pas, et comme un peu Sailor Moon finalement, quand elle met la bague, elle se transforme en Supergirl. Donc oui, ça n'a absolument aucun putain de sens, on n'est pas du tout sur l'histoire Supergirl, mais écoutez, pourquoi pas, ils ont mis la ligne, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, franchement je sais pas pourquoi. Donc voilà, elle se transforme en Supergirl et elle se bat contre un méchant scientifique qui fait des expériences sur des enfants. Vraiment, ce film fait trop peur, vraiment, prenez le film, il est sur YouTube gratuitement, prenez le film, vous mettez un moment au hasard, tout fait trop peur, l'ambiance est hyper cursed, en plus le fait que ce soit en noir et blanc et filmé avec une caméra qui filme en 40 pixels par image, ça n'aide pas vraiment, ce film est terrifiant. En plus, on a un moment donné où la meuf elle devient géante, donc c'est juste trop bizarre. Il y a des morts qui reviennent à la vie. Enfin, vraiment, c'est. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est absolument horrible. Et moi, je propose qu'on passe à la suite parce que là, j'ai des mauvais souvenirs qui remontent en fait. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont aussi là pour la puissance du personnage Supergirl. Je vous ai promis de vous montrer pourquoi Supergirl était aussi forte, voire plus forte que Superman. Et je vais le faire, rassurez-vous. D'ailleurs, dans les gens qui connaissent bien le power scaling, vous savez que Superman est connu notamment pour avoir soutenu le poids de la Terre, l'avoir porté la Terre pendant plusieurs minutes. Sachez que Supergirl a fait exactement la même chose, ok? Et en plus de ça, ça se passe dans un comics que j'adore, DC vs Vampires. J'avais fait une vidéo sur le premier arc narratif de ce comics sur ma chaîne il y a un petit moment. C'est vraiment un comics que j'adore, qui est vraiment génial, je vous le conseille à 100%. Et dans ce comics, en gros, les vampires ont pris le contrôle de la Terre, c'est eux qui ont gagné la guerre, et du coup, il ne reste que quelques héros, parce que la majorité des super-héros se sont soit fait tuer, soit sont devenus des vampires, et donc ont rejoint le camp des méchants, mais il y a quelques héros qui subsistent, notamment Constantine, Green Arrow, ou encore Supergirl. Et petite parenthèse, mais pour vous parler de cet exploit de Supergirl, je vais devoir spoiler un peu DC vs Vampires, ce qui s'y passe notamment dans le dernier chapitre, donc voilà, si jamais vous voulez pas être spoilé, avancez de 2 minutes, et vous serez safe. Parce que, en gros, dans DC vs Vampire, déjà, rien que survivre, c'est un véritable exploit parce que on est sur un univers qui est si violent, qui est si trash que la majorité des héros vont se faire avoir, que ce soit Superman, que ce soit Batgirl, que ce soit Flash. Flash va littéralement finir dans un putain de mixeur tué par Green Lantern. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la violence de cet univers, rien que survivre, déjà, c'est un véritable exploit. Et en plus de réussir à survivre, Supergirl, elle va littéralement sauver toute l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'en gros ce qu'il faut savoir c'est que les vampires, leur seule véritable faiblesse, ils sont quasiment immortels, mais le seul moyen de les tuer c'est de les faire brûler au soleil. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour se protéger de cette faiblesse? C'est qu'ils vont en fait recouvrir toute la planète, toute la Terre d'un épais nuage de cendres qui va donc bloquer les rayons du soleil, ce qui va leur permettre d'évoluer le jour comme la nuit, puisque de toute façon le soleil est bloqué, ce qui en plus de ça va affaiblir Supergirl. Et c'est là où on se rend compte de l'exploit absolument immense de Supergirl. Malgré le fait qu'elle soit affaiblie par l'absence de soleil jaune, elle va réussir à tracter la Terre sur plusieurs centaines de kilomètres afin de la déplacer de son orbite et de la déplacer finalement de l'immense nuage de cendres qui l'a recouvré, ce qui va permettre aux rayons du soleil finalement de recouvrir l'entièreté de la planète et ce qui va littéralement tuer sur place tous les vampires. Bon, après elle a quand même reçu un peu d'aide pour soulever la Terre finalement, elle a reçu l'aide de Alfred qui était devenu un Green Lantern et qui va créer des chaînes partout à travers le globe afin de permettre à Supergirl de tracter la Terre en dehors de son orbite. Donc clairement on est sur un des plus grands exploits de Supergirl, en plus d'avoir bougé la Terre, ce qui nécessite une puissance complètement phénoménale, elle a littéralement sauvé toute l'humanité, ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, après on est sur une victoire un peu amère parce qu'il reste genre 8 super-héros et il reste quasiment moins de 10% de l'humanité, donc on est sur une victoire un peu complexe quand même, mais au moins dans cet univers-là l'humanité est sauvée et ça c'est grâce à Supergirl et donc ça montre que c'est un personnage vraiment incroyable. Dans cette entrée de l'iceberg, on va parler d'une période très importante pour Supergirl, mais qui pourtant est une période assez méconnue, puisque c'est le moment où elle a fait partie des Red Lantern. Et vous le savez, mais les Red Lantern, c'est du coup le corps de lanterne qui est animé par la rage, il possède un anneau rouge, et dans la période de New 52, en fait, il y avait deux finalement factions différentes, la faction menée par Atrocitus, et une deuxième faction menée par Guy Gardner, qui oui, effectivement, aujourd'hui est devenu un Green Lantern. Et justement, ces deux factions étaient en guerre, étaient en conflit,
Et du coup, ce que va faire la faction de Atrocitus, c'est qu'ils vont libérer finalement dans tout l'espace des nouveaux anneaux de Red Lantern afin de recruter des nouveaux membres. Et évidemment, ces anneaux de rage sont attirés par des personnes qui possèdent en eux une rage vraiment intense. Et justement, un de ces anneaux va être attiré par Supergirl à un moment vraiment très précis, puisqu'en fait, Supergirl était en train de se reposer sur une planète au moment où elle sera attaquée par Lobo. Et Lobo, à la base, elle voulait pas le blesser, mais en fait, il va clairement dépasser les limites et donc, elle va l'affronter avec toute sa rage et ne va vraiment pas retenir ses coups. Bon, après, ça tombe bien parce que Lobo, il est immortel. On passera sur son design en New 52 qui est vraiment horrible, vraiment ce design je le trouve terriblement nul, c'est vraiment terrible. Mais du coup, Supergirl, elle va l'affronter et va vraiment libérer toute sa rage, ce qui va attirer un anneau de Red Lantern. Et c'est là que ça devient hyper intéressant parce qu'au lieu d'essayer justement de se défaire du contrôle de l'anneau, puisque évidemment les anneaux de Red Lantern ont finalement une influence sur le comportement du porteur, et bien Kara, elle va faire l'inverse, elle va complètement embrasser cette rage, elle va embrasser sa violence et devenir une véritable Red Lantern. Ce qui évidemment résulte en une version de Kara qui est juste hyper vénère vraiment, c'est une version qui va utiliser toute sa haine, toute sa rage pour augmenter sa puissance et elle peut aussi cracher du feu vraiment. Ça n'a aucun sens, mais on va pas se mentir, c'est vraiment hyper stylé. Non mais je suis désolé, qui peut matcher finalement l'aura de cette version de Supergirl, vraiment l'aura farming est maximale, genre vraiment, elle a des éclairs rouges de Red Lantern, elle peut évidemment faire des constructions comme les Red Lantern, elle peut cracher du feu, vraiment, elle fait que poser pour l'aura, vraiment, regardez ces cas, c'est juste incroyable. Vous l'aurez compris, même si j'aime pas trop le run New 52 de Supergirl, le moment où elle devient un Red Lantern, vraiment, je suis hyper fan, et en plus, pour le coup, je trouve que narrativement, c'est assez intelligent, puisque ça permet au personnage, justement, de se remettre en question, et d'utiliser cette haine qui est toujours finalement des sous-intrigues principales de Supergirl liées notamment à tous ces traumatismes. En plus, pour le coup, c'était assez agréable à l'époque puisque ça changeait un peu. Le personnage de Supergirl aura donc un crossover avec la série Red Lantern, aussi avec Guy Garner par exemple, et ça permet finalement de renouveler un peu le lore de Supergirl parce que sinon c'est un peu toujours pareil, c'est un peu toujours les traumatismes, la Légion des super-héros, c'est un peu toujours la même chose. Et là, ça permettait justement d'étendre un peu son lore, de lui donner des nouveaux pouvoirs, des nouveaux finalement compagnons d'armes, des nouveaux ennemis. Donc pour le coup, moi je suis plutôt client. Et tout ça finalement va culminer jusqu'au Supergirl numéro 31 où du coup c'est Atrocitus qui va attaquer finalement la faction de Guy Garner. Supergirl et on rejoint du coup le corps des Red Lantern mais du côté de Guy Garner évidemment, pas du côté d'Atrocitus, ça n'aurait aucun sens. Et vraiment je vous mets les images à l'écran mais on se tapait des cases, vraiment c'était trop bien, c'était vraiment une période excellente pour Supergirl et quand on voit le comics qu'on a actuellement, franchement on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est si mal servi? Putain, regardez comment c'était trop stylé avant et maintenant des trucs de merde. Voilà, j'en profite pour péter un câble, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ah non mais vraiment je suis désolé, ce run Red Lantern, lisez-le, je sais même pas d'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il est dispo en français, je crois pas, mais vraiment absolu de cinéma, c'était juste trop bien, l'aura était vraiment maximale. Et en plus, on avait un Guy Garner Giga Chad qui, en tant que bon Giga Chad, va essayer de protéger Kara. Il va lui dire que quand même c'est une super héroïne, qu'elle est censée protéger la Terre et que massacrer des monstres dans l'espace sous la forme de Red Lantern, ça n'a aucun sens et qu'il faut qu'elle rentre chez elle, notamment pour se protéger d'Atrocitus parce qu'il est vraiment extrêmement puissant et donc elle va finir par quitter le corps des Red Lantern, ce qui va conclure cette parenthèse vraiment extrêmement cool. Mais attention évidemment, à tout moment, elle peut rappeler un anneau rouge parce que du coup, elle sait le faire vu que c'est sa rage qui a attiré l'anneau la première fois, elle peut le refaire. Donc si jamais elle a besoin d'un petit boost de puissance, on n'est pas à l'abri un jour de revoir Supergirl sous la forme de Red Lantern. Bon, c'est un iceberg sur Supergirl et donc il faut qu'on parle d'une des versions les plus connues de Supergirl, la Kara Zor-El de la Terre 2. Sauf que cette fois, Kara Zor-El, ça s'écrit pas avec un EL, mais avec un L, et vous la connaissez évidemment mieux sous le nom de Power Girl. Parce que oui, Power Girl, c'est littéralement Supergirl, mais de la Terre 2, c'est la même origin story, sauf qu'elle est venue dans la Terre Prime et qu'elle a pris le nom de Power Girl pour se différencier finalement de Supergirl. Sauf que ça, c'est la version facile, c'est la version simple des New 52 qui est venue un peu éclaircir l'origin story de Power Girl, parce que avant ça, c'était un bordel mais vraiment monumental. Parce que derrière le fait que ce soit un personnage un peu sexy, un peu voilà, qui est là pour vendre des covers, c'est littéralement un personnage qui a survécu à une crise multiverselle. C'est le seul personnage quasiment de tout l'univers DC Comics qui a réussi à esquiver un putain de reboot. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit quand même? Parce que oui, pour ceux qui savent pas, Power Girl, elle a réussi à survivre
à la crise sur les Terres Infinies. Et pour ceux qui connaissent pas cet événement emblématique de l'univers DC Comics, c'est en fait un reboot qu'avait fait DC Comics pour remettre toutes les histoires à zéro, et à la fin de cet événement, le multivers est détruit entre guillemets, puis rebooté, donc toutes les histoires repartent à zéro, toutes les histoires finalement des personnages sont effacées, et ça permet aux auteurs de créer des nouvelles origines. Sauf que Power Girl, elle, au moment où le multivers est détruit, elle est déjà dans un univers de poche, elle est donc dans un univers extérieur finalement à la crise, ce qui lui permet donc de survivre, et quand elle respawn, quand elle revient finalement dans l'univers après la crise sur les Terres Infinies, eh bien elle se rend compte que du coup elle est en double parce qu'il y a une nouvelle Supergirl sur sa Terre. Ce qui évidemment n'est pas censé arriver puisque à ce moment-là il n'y a plus de multivers, le multivers a été détruit et donc il n'y a qu'une seule Terre, il n'y a qu'une seule Supergirl, sauf que quand elle arrive du coup il y a une nouvelle Supergirl, et du coup elles sont deux, et ça c'est problématique. Et là où c'est vraiment hyper perché, c'est qu'en fait pour pas créer de paradoxe dans le multivers, eh bien le multivers va littéralement modifier les souvenirs de Power Girl pour lui faire croire qu'en fait elle est la fille d'un descendant des Atlantes et donc c'est normal qu'elle ait des pouvoirs, alors que pas du tout, c'est bien un personnage qui vient d'un univers précédent. Et finalement c'est pendant la crise d'après, donc Infinite Crisis, qu'elle va retrouver ses souvenirs, notamment grâce à Psycho-Pirate, qui est un des seuls personnages qui a la possibilité justement de voir dans les continuités alternatives et qui donc va lui montrer la continuité pré-crisis et va lui donc faire se rappeler ses vraies origines qui viennent donc du multivers précédent. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle va comprendre qu'en réalité elle n'est pas une Atlante mais bien une survivante de Krypton et surtout la dernière survivante de la Terre 2. Parce que oui, en plus d'avoir perdu toute sa planète, en plus d'avoir perdu Krypton, elle a aussi perdu son univers tout entier qui a donc été détruit pendant la crise et ça fait donc d'elle la dernière survivante du multivers, la dernière survivante de la Terre 2. Ce qui évidemment va la plonger dans une solitude absolument extrême et surtout dans une profonde dépression, d'où le fait qu'elle soit hyper débridée et surtout hyper violente. Bon, après vous le savez, mais il y aura Infinite Crisis avec notamment Alexander Luthor et Superboy Prime qui eux aussi sont dans la même situation que Supergirl, venaient du multivers précédent qui a été détruit et donc ils veulent faire revenir le multivers pour faire revenir évidemment tous les gens qu'ils aiment et accessoirement contrôler le monde. Mais eux pour le coup, ils vont réussir, enfin du moins ils vont réussir à faire revenir le multivers, ce sera le multivers 52 qui sera pas infini mais seulement composé de 52 terres parallèles et à ce moment-là donc Power Girl elle va pouvoir revenir sur sa terre et surtout récupérer tous les gens qu'elle aime. Et après du coup il y aura le reboot du Flashpoint pour les New 52 où là c'est tout simplement la Supergirl de Terre 2 mais qui vient sur la terre principale pour donner un coup de main à la JSA notamment et donc elle prend le nom de Power Girl, ce qui est quand même vachement plus simple. En tout cas voilà, maintenant vous savez qu'il faut pas s'arrêter à ce physique et à la violence débridée du personnage, mais c'est vraiment un personnage qui d'un point de vue cosmique a une réelle importance et surtout qui a vraiment fasciné les fans pendant les années 2000. Et pour bien commencer cette première entrée des Abysses, on va parler de la version la plus maléfique et la plus terrifiante de Supergirl, la version de Supergirl infectée par le virus du multivers noir. Un virus créé par le Batman Who lui-même qui lui permet de corrompre et de contrôler les personnages les plus puissants de l'univers DC Comics. Sauf que bien sûr, dès son arrivée dans le multivers principal, c'est Superman et Batman qui essaieront d'arrêter le Batman Who mais ce dernier avait déjà réussi à corrompre plusieurs personnages DC Comics et notamment les Secret Six. Une terrible bataille s'engagea alors, mais Batman et Superman étaient clairement en infériorité numérique et c'est donc Supergirl qui vint à leur rescousse. Mais pendant la bataille, elle attrapa un Batarang qui était rempli du virus du Batman Who ce qui l'infecta sur le champ. Mais à l'intérieur même de son esprit, Supergirl essayait de résister. Elle essayait de résister au contrôle du virus, mais c'était trop tard. Malgré tous ses efforts, le virus avait pris possession de son corps et malgré une lutte intérieure intense, cette dernière avait cédé à la terrible infection. Et c'est comme ça que le Batman Who créa une des versions les plus puissantes de Supergirl, une version débridée à 100% qui n'a absolument plus aucune limite morale. Elle est capable de tout, comme par exemple massacrer des innocents. Et évidemment, cette absence de limite morale, ça va forcément décupler sa puissance, puisque Supergirl ne se soucie plus par exemple de faire des pertes civiles. Et on le verra notamment quand Superman essaiera de l'arrêter, la puissance de Supergirl était clairement décuplée et cette dernière arrivera à battre facilement son cousin. Elle va notamment lui mettre un putain de RKO et il
va finir du coup à moitié mort dans des décombres. Et ça montre bien que Supergirl, quand elle a plus aucune limite morale, quand elle a plus aucune limite physique, eh bien elle est quasiment aussi puissante que Superman, voire même plus puissante. Bon, après il y a Batman qui est bien gentil, qui essaiera de l'arrêter en lui tirant dessus avec son Batwing. Elle va littéralement arracher un réacteur et lui exploser dans la gueule. Je sais pas comment est-ce qu'il survit, c'est vraiment un putain de miracle, mais clairement Batman lui fait pas le poids. Et finalement, la seule qui sera peut-être en mesure de l'arrêter, eh bien c'est Wonder Woman. Je vous rappelle que dans les comics, Wonder Woman, elle est aussi forte que Superman, voire même plus forte. Et donc face à Supergirl, elle a vraiment une chance. Mais leur combat sera vraiment hyper serré et aucun gagnant ne se dégage facilement. On est vraiment sur un combat terrifiant, les deux personnages se rendent coup pour coup, il y a quasiment une égalité jusqu'au moment où Wonder Woman va utiliser son lasso de vérité. Et les pouvoirs justement du lasso de la vérité vont permettre à la vraie nature de Supergirl de reprendre le contrôle pendant un instant, puisque évidemment ça va faire réapparaître sa vraie nature. Mais finalement, l'infection du Batman Woolos va être si puissante que Kara n'aura absolument aucune chance de reprendre le contrôle, et sa version maléfique réussira encore une fois à reprendre le dessus. Et forcément la bataille va donc continuer avec Wonder Woman, et c'est pas moins de 2 chapitres où juste elles vont se péter la gueule. C'est vraiment un combat qui est d'une rare violence, vraiment les deux personnages sont quasiment à force égale, et donc elles vont se rendre coup pour coup. Bon, après Supergirl version maléfique, elle se bat pas vraiment dans les règles de l'art. Déjà, elle est terrifiante, je vous mets les images à l'écran, mais juste ce personnage est terrifiant. Et en plus, elle utilise ses ongles acérés comme des griffes. Vraiment, ce personnage est absolument horrible. Elle a même des pics qui lui poussent finalement des côtes. Elle s'en sert comme des armes parce qu'elle se brise ses propres os pour s'en servir comme des poignards. Vraiment, le multivers noir, c'est un putain de délire. Et très rapidement, Wonder Woman, elle va comprendre finalement que niveau puissance, elle pourra pas battre Supergirl. Donc, elle va essayer de jouer sur sa corde sensible et de faire finalement revenir la vraie personnalité de Kara. Elle va vraiment tenter de la prendre par les sentiments. Ça va un peu fonctionner à tel point que la Supergirl maléfique va s'enfuir dans l'espace, mais finalement l'infection reprendra le contrôle et c'est comme ça qu'elle deviendra une des alliées les plus puissantes du Batman Woolos pendant la crise de Death Metal. Et pendant la crise de Death Metal, il y a notamment Lex Luthor qui va réussir à la poignarder dans le dos avec de la kryptonite, mais en combat finalement singulier, en vrai combat, il n'y a aucun personnage qui a réussi à la battre et finalement elle sera libérée de l'infection quand le multivers sera sauvé par Wonder Woman, mais sinon Supergirl infectée, personne n'a réussi à la battre, donc c'est vraiment un personnage extrêmement puissant. Bon, alors accrochez-vous parce que là on va parler de Matrix qui est clairement une des versions les plus étranges de Supergirl. C'est un peu compliqué à comprendre, en plus c'est des très vieux comics donc les images sont pas folles. Je vous mettrai des images qui sont pas les vraies images pour que vous vous emmerdiez pas, parce que regarder des images en 40p je pense que ça vous intéresse pas spécialement, mais voilà, vous êtes prévenus, on va parler de Matrix qui est donc un personnage qui n'est juste pas Supergirl, vous allez comprendre. En gros, après Crisis on Infinite Earth, DC Comics veut que Superman redevienne le seul vrai kryptonien, le seul kryptonien dans l'histoire. On rappelle évidemment qu'à ce moment-là, Supergirl est morte après Crisis on Infinite Earth. Et c'est là qu'ils vont créer Matrix parce que ils veulent que Superman soit le dernier kryptonien, mais on peut pas enlever Supergirl non plus, ça fait évidemment vendre des comics, donc ils veulent trouver un moyen de créer Supergirl sans avoir à ramener Supergirl à la vie, ce qui est un peu con. Du coup, ils vont créer un nouveau personnage qui s'appelle Matrix. Et ce personnage, il est très particulier puisqu'il vient littéralement d'un pocket univers, d'un univers de poche, exactement finalement comme Power Girl ou Alexander Luthor par exemple. Et dans cet univers miniature-là, en fait, on a un Lex Luthor qui est gentil, sa planète se fait attaquer par les kryptoniens, et donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une forme de vie artificielle faite de matière protoplasmique, qui est une matière qui est capable en fait de prendre vie et surtout de prendre l'apparence des personnes qu'elle adule. En gros, Matrix, pour faire simple, c'est une arme vivante en fait créée par Lex Luthor qui peut prendre l'apparence des personnes qu'elle aime bien, et c'est comme ça qu'elle va prendre l'apparence au début de Superman pour devenir un peu le Superman de son monde et finalement sauver son monde de l'attaque du Général Zod. Sauf que ensuite, elle va être transportée dans l'univers principal et c'est à ce moment-là qu'elle va se prendre pour Supergirl. Elle va même absorber finalement ses souvenirs et vraiment se prendre pour elle. Donc tout le monde va penser que Supergirl est revenue alors que pas du tout, c'est vraiment une espèce d'impostrice finalement. Sauf que Matrix, ça reste une forme de vie artificielle et qu'elle peut donc pas rester éternellement sous la forme de Supergirl. Et pire, en fait, elle va commencer à se questionner sur sa propre existence et même se demander si finalement est-ce qu'elle a vraiment une âme, est-ce que c'est vraiment une vraie personne. Et spoiler non, puisqu'en fait elle va découvrir qu'elle est purement artificielle et que c'est finalement une sorte de robot tellement avancé qu'on pense qu'il est humain, mais en fait ça reste un robot.
Et c'est dans cette quête justement de chercher une sorte d'âme, finalement une partie plus humaine pour son corps, qu'elle va tomber sur Linda Danvers. Et Linda en fait c'est une jeune femme humaine du coup qui a sombré dans une vie totalement horrible parce que son petit ami l'a vraiment embourbé dans des problèmes liés notamment à des forces démoniaques. Donc en fait sa vie est partie complètement en couille, elle est carrément au bord du suicide. Et alors qu'elle est vraiment prête à mourir, en fait, c'est Matrix qui va arriver au dernier moment pour la sauver. Elle va refermer ses blessures grâce à sa forme protoplasmique, mais au lieu de simplement la soigner, en fait, les deux personnes vont fusionner. Matrix et Linda Danvers vont fusionner, ce qui va créer un corps parfait qui a donc une âme humaine et les pouvoirs du coup de Matrix, et ensemble, elles vont devenir la nouvelle Supergirl. Donc, en gros, je résume parce que là, figurez-vous qu'on est vraiment que dans la partie simple de l'histoire. On a Matrix qui est donc une forme de vie artificielle qui vient d'un univers de poche, qui fusionne avec Linda Danvers qui est une jeune fille dépressive. Ensemble, elles deviennent la nouvelle Supergirl. Et là, encore, je vous ai pas parlé de la partie où il y a des démons, parce que oui, après, le run va prendre un côté finalement mystique, une espèce de tournant magique ultra bizarre. C'est le fameux run de Peter David qui est vraiment une énorme masterclass, c'est juste trop bien. Et on va en parler plus en détail parce que ce run prend une tournure vraiment intéressante, on va dire. Mais avant de parler finalement de l'essence divine de Supergirl qui sera notre ultime entrée de l'iceberg, j'ai envie de vous parler d'un run que j'adore, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais qui est vraiment excellent et surtout qui représente un des feats, un des exploits les plus incroyables de Supergirl. Et ce run, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de The Brave and the Bold, les seigneurs de la chance. C'est dans ce run que Destiny en personne, un des 7 infinis, va demander à Supergirl de sauver l'univers tout entier. Oui, rien que ça fait quand même une petite responsabilité sur ses épaules. Il faut sauver littéralement tout le multivers. Ah, mais quand je vous dis que Supergirl les chôme pas, franchement, je vous mentais pas. Vraiment, Supergirl, c'est un perso hyper important. Et sans elle, l'univers se serait écroulé plusieurs fois. Et en gros, dans ce run, c'est un peu la catastrophe, on va pas se mentir, parce que littéralement, Destiny a perdu le livre des âmes. Voilà. Alors Destiny, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'infini qui représente le destin. C'est donc lui qui finalement régit le destin de tous les personnages de l'univers DC Comics. Le mec a littéralement one job, un seul travail à faire, c'est garder le livre des âmes qui regroupe donc toute l'histoire du multivers, passé, présent et futur. Donc tout est écrit d'avance. Il a juste à protéger le livre pour que tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il perd le livre. Voilà, donc ça c'est un peu la boulette. Et là vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible si tout est écrit à l'avance, qu'il perde le livre, comment c'est possible qu'il ait oublié des éléments ? Eh bien c'est possible grâce à une forme de magie extrêmement puissante et surtout extrêmement ancienne. On parle de sorts qui ont mis des millénaires à se produire et ces sorts ils ont été lancés par ceux qu'on appelle les seigneurs de la chance, des entités vraiment hyper mystérieuses capables de lancer des sorts sur plusieurs générations qui ont réussi à dérober le livre du destin. Et pour ce faire, ils ont joué sur le point faible finalement du destin, le fait que certaines personnes, de manière très étrange, n'apparaissent pas dans le livre du destin. Et ces personnes, par exemple, c'est les Challengers of the You-Know. Et ils ont donc utilisé le fait que ces personnes-là étaient exclues du livre du destin pour pouvoir manipuler Destiny et lui voler son livre. Et évidemment, vous comprenez que c'est problématique parce que avec le livre du destin, tu as littéralement le destin du multivers entre tes mains. Bon, après, je vous passe les détails parce que c'est quand même un peu compliqué et surtout, j'en ai déjà parlé en vidéo, notamment dans mes vidéos sur la cosmologie de DC Comics. Mais vous comprenez qu'en termes d'enjeu, on parle quand même de la survie de tout le multivers entier. On parle littéralement du destin du multivers. Et quel rapport avec Supergirl ? Eh bien j'y viens parce qu'en fait Destiny va littéralement choisir quelqu'un pour sauver le multivers et cette personne, ça va être Supergirl. Il a tellement confiance en Supergirl, il sait qu'elle est digne de sauver le multivers, donc il va l'appeler dans son propre royaume, le Jardin of Forking Ways. Oui, j'ai mélangé l'anglais et le français parce que Garden of Forking Ways c'est stylé, mais le Jardin des chemins qui bifurquent, ça l'est un petit peu moins. Bon, après, c'est vrai qu'à ce moment-là, Supergirl, c'était peut-être pas la personne qui donnait l'air d'être la plus digne du multivers parce que elle était littéralement en train de se bourrer la gueule dans un bar avec Lobo. Donc Lobo va être finalement emmené de force lui aussi parce qu'il était en train de faire un bras de fer avec Supergirl pour voir qui était le plus fort entre les deux. Bon, spoiler, c'est Supergirl, mais bon, voilà, il voulait sa revanche. Et donc oui, c'est comme ça que notamment, on retrouve Lobo en train de faire des drifts dans le jardin de Destiny. Vraiment, cette case, j'en parlerai toute ma vie, c'est vraiment absolu de cinéma. Et donc, pour finir cette anecdote, c'est littéralement Destiny qui va charger Supergirl de retrouver le livre du destin. Bon, après, je vous spoil un peu, évidemment, la suite, mais vous doutez qu'en plus de ça, elle va réussir parce que c'est quand même un peu la GOAT. Elle va retrouver les Challengers of the You-Know, qui étaient du coup les seules personnes capables d'influencer le cours du destin parce qu'ils sont pas présents dans le livre. Donc,
donc c'est les seuls finalement qui ont un véritable libre arbitre, et donc ensemble ils vont réussir à tuer les seigneurs de la chance qui ressemblent à rien les pauvres, mais qui restent quand même des entités extrêmement puissantes. Bon, pour cette dernière entrée, je suis sûr que vous connaissez pas cette anecdote, à part si vous avez lu le run finalement des années 90 de Peter David, mais on a littéralement Supergirl qui parle avec Dieu. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on est arrivé à ce point dans l'iceberg? Oui, on a littéralement Dieu, les anges et les démons qui vont se ramener dans le lore de Supergirl, ça n'a plus aucun sens, mais je suis hyper fan. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Matrix, c'est une forme de vie artificielle qui va fusionner avec Linda Danvers, qui, elle, est une adolescente sur le point de se suicider, en tout cas de mourir parce qu'elle est en dépression et qu'en plus, son petit copain l'a utilisé dans un rituel satanique. Donc, elle est mal en point, mais quand elle rencontre Matrix, elles fusionnent ensemble et deviennent Supergirl. Jusque-là, tout va bien, c'est facile à comprendre. Et accrochez-vous parce que c'est que maintenant que ça part en couille, Supergirl, au cours d'un combat, va découvrir qu'elle est capable d'utiliser des ailes de feu, de générer des explosions et d'utiliser finalement des yeux de feu qui lui permettent de tirer des flammes. Donc oui, ça n'a plus aucun sens. Elle va se poser des questions, elle va dire mais d'où ça vient? Ça vient ni de Linda Danvers ni de Matrix. D'où est-ce que viennent ces nouveaux pouvoirs? Eh bien, elle va apprendre tout simplement qu'elle est la réincarnation d'un ange. Voilà, tout simplement finalement. Elle va apprendre qu'elle est la réincarnation de l'ange de feu né sur Terre parce que, en gros, il y a deux types d'anges. Il y a les anges du paradis, mais il y a aussi un autre type d'ange qui est les anges de Terre en fait, donc les anges qui sont nés sur Terre. Et ces anges-là, ils apparaissent au moment où deux âmes fusionnent et quand l'une des deux âmes est assez désespérée pour aller en enfer et qu'une âme, elle, est prête à aller au paradis, donc finalement un côté gentil, un côté méchant pour faire très simple, ça crée un ange sur Terre et cet ange-là est attribué finalement à un élément, on a l'amour, la puissance, et elle a looté finalement l'ange de feu, donc c'est quand même plutôt stylé. Hein. C'est quand même plutôt stylé jusqu'au moment où t'as Zoriel, du coup, un des vrais anges du paradis qui va venir la voir et qui va lui expliquer qu'en fait, c'est pas très stylé parce qu'en fait, elle va mourir. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme les utilisateurs de Titan dans SNK pour vous faire la comparaison. Ce pouvoir, il est à temps limité parce qu'en fait, il y a tellement de pouvoir, tellement de puissance en elle, c'est de la puissance littéralement divine. Donc, en fait, elle va finir par être corrompue par cette puissance, ça va finir par déborder et elle va finir soit par mourir, soit par devenir folle. Donc, Zoriel, il propose de la tuer. Comme ça ira mieux. Vrai dialogue hein, du comics. Ça c'est absolument incroyable. Et Supergirl évidemment va lui dire que non merci parce que un peu la flemme finalement et elle va penser que c'est un peu de la connerie sauf que elle va se rendre compte que ses ailes de feu commencent à se transformer en ailes de démon. Donc en fait la corruption commence à arriver et là ça commence à être un peu la merde. Bon après évidemment dans le comics c'est aussi une métaphore de la crise d'identité de Linda parce que évidemment c'est une adolescente qui est en proie à des démons. Bon là c'est des vrais démons mais vous avez compris que c'est une métaphore mais ça reste quand même un lore hyper stylé. Hein. Le pire c'est que les révélations n'étaient pas finies parce que Supergirl va rencontrer un garçon qui s'appelle Wally qui va littéralement lui dire ah oui au fait ta pote là c'est Comet l'ange de l'amour. Elle va lui dire bah encore une fois arrêtez de me bullshit c'est chiant. Et c'était vrai. Et en fait, lui, il savait. Pourquoi est-ce qu'il savait? Parce que ce mec-là, c'est littéralement Dieu, tout simplement. En fait, c'est un garçon qui se présente comme Dieu lui-même. Et au fur et à mesure du comics, on comprend que c'est littéralement une incarnation de la présence qui va venir conseiller Supergirl, faire en sorte finalement qu'elle fasse pas de la merde et essayer de la guider sur le droit chemin. Donc oui, on a littéralement Supergirl qui se fait carry par Dieu lui-même. C'est quand même assez sympa. Notamment dans le comics, il va lui laisser une lettre qui va finalement être un peu sa guideline pendant tout le comics. Ça va permettre au personnage de pas faire n'importe quoi. Et à la toute fin du comics, on comprendra vraiment, enfin il y a vraiment des gros indices sur le fait que ce personnage est vraiment Dieu parce qu'au début Supergirl elle trouve que c'est un peu de la merde, notamment à un moment donné elle lui dit prouve-le et lui il se fout de sa gueule parce que comme c'est vraiment Dieu en fait il s'en fout un peu mais en fait on comprend que c'est vraiment lui. Et c'est toujours pas fini parce que évidemment quand tu discutes avec Dieu que tu as les pouvoirs d'un ange, il y a aussi des gens qui viennent te péter la gueule. Ces gens-là sont assez forts puisque le méchant de cet arc narratif ce sera Carnivore qui est un démon extrêmement puissant. C'est en quelque sorte le premier vampire et son lore d'ailleurs est hyper stylé parce que en gros on va nous expliquer en fait que c'est le fils de Lily, donc un des démons les plus puissants de l'enfer et surtout un des plus vieux démons de l'enfer, et son fils du coup Carnivore était d'une telle perfection que la présence elle-même l'a élevé au rang d'ange et donc lui a permis d'accéder au paradis. Et c'est là où l'histoire de Carnivore est complètement folle, vraiment. Je fais une petite parenthèse mais trouvez-moi un personnage qui a plus d'aura et plus de couilles que ce mec, vraiment. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, une fois qu'il va être arrivé au paradis, il va se dire ah c'est vrai que c'est sympa comme endroit quand même, ce serait bien si mes potes démons pouvaient y aller. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en otage la version féminine de la présence, voilà, qui s'appelle la Shechina, et en fait c'est l'aspect féminin de Dieu, donc c'est un peu finalement la femme de Dieu. Il va la prendre en otage pour faire chanter la présence. Bon, spoiler, évidemment c'est une très très mauvaise idée parce que tu peux pas faire du chantage à Dieu en fait. Ça marche pas comme ça, sauf si t'es John Constantine, lui il a réussi, mais
n'est pas John Constantine qui veut finalement, et donc faire du chantage à Dieu c'est une mauvaise idée, et du coup il va se taper une espèce de malédiction hyper vénère sur des centaines de milliards d'années, et donc il va devenir une sorte finalement de premier vampire, et il va être banni littéralement de partout, donc à la fois des enfers et du paradis, et donc il va créer un endroit pour lui qui s'appelle l'In-Between, qui est donc un monde entre le paradis et l'enfer, puisque il n'a plus accès ni à l'un ni à l'autre, et que donc il est bloqué, et donc il va créer un monde pour tous les déchus comme lui, à la fois du paradis et de l'enfer, et avec ça il va se lever une véritable armée. En gros c'est un peu l'armée du Somme, c'est un peu l'armée des mecs qui ont été bannis de l'enfer et du paradis, donc c'est quand même des gens relativement dangereux, on a des démons mais aussi des anges déchus, et c'est notamment pour ça que Carnivore vient chercher Supergirl, parce qu'il sait qu'il va finir par être corrompu par son propre pouvoir, et que donc il veut la récupérer pour récupérer son pouvoir et en faire un membre de son armée. C'est notamment contre ça que va l'avertir Wally, donc le garçon dieu, mais Supergirl va pas l'écouter, et donc forcément quand Carnivore va arriver, elle va être prise un peu au dépourvu, et par prise au dépourvu j'entends se faire allègrement péter la gueule. Ensuite du coup après cette lourde défaite, elle va être emprisonnée dans la cité de Between City, qui est donc la cité de Carnivore. Carnivore va littéralement dévorer sa pote, parce que comme je vous ai dit du coup c'est une espèce de vampire corrompu démon, et donc il absorbe les pouvoirs de sa pote comme le ferait finalement un vampire. Et après un farming d'aura intempestif, vraiment regardez-moi ces cases, franchement Supergirl avec des yeux en feu et des ailes en feu, c'est un peu le meilleur truc de la vidéo, je suis désolé, je suis juste beaucoup trop fan. Et grâce à cette aura accumulée finalement elle va réussir à vaincre Carnivore. Alors je vais pas vous mentir, c'est un peu bullshit, c'est un peu le même délire que Steppenwolf dans Justice League, qui est fini par avoir peur des paradémons, et du coup les paradémons l'attaquent, c'est un peu pareil, là son pouvoir va se retourner contre lui, et en fait en tuant Supergirl ça va le tuer lui-même, parce que oui ils étaient connectés, lui aussi il avait les pouvoirs de je sais pas quoi, c'est un peu de la merde, mais ça donne des cases très cool. On a Supergirl qui embrasse Carnivore, et le pouvoir de l'amour va littéralement le balayer sur place, littéralement, donc écoutez pourquoi pas, mais ça montre que Supergirl vraiment c'est un personnage, on n'est pas trop au courant, mais qui a des pouvoirs vraiment cosmiques qui viennent directement de la présence, parce que voilà, elle peut avoir la présence au téléphone quand elle veut en fait finalement, donc c'est vraiment un personnage ultra puissant. Et d'ailleurs petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse de lire ce run qui est vraiment hyper cool, c'est le run de Peter David. Urban Comics ils l'ont sorti ce mois-ci en, je sais pas comment ils appellent là ça, leur collection TPB, version TPB américain, mais en français du coup. Bon là ça ira pas jusqu'au numéro 50, ce sera genre les 10 premiers numéros j'imagine, mais si jamais ça vous intéresse de lire le début, ce sera dispo en français ce mois-ci. Je pense pas que tout le monde savait quand même que Supergirl pouvait discuter avec la présence quand elle voulait, voilà, parce que c'était littéralement son bestie en fait et son meilleur pote. J'espère que vous aurez appris des trucs grâce à moi, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.